Roger et Tanguy. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous aujourd'hui. Alors, le 4 février prochain, votre nouvelle œuvre, Strange Times, sera interprétée pour la première fois à l'Auditorium de Radio France. Oui, le 4 février, j'aurai la joie d'entendre ma pièce symphonique pour grand orchestre, Strange Times, donc, qui a été composée récemment. À vrai dire, elle a été composée en grande partie pendant le premier confinement et puis corrigée pendant le deuxième confinement. Et c'est une partition donc du point de vue émotionnel qui est très imprégnée de cette situation que nous traversons tous. A priori, quand je compose, j'essaie toujours plutôt de travailler sur l'imaginaire, sur la poésie, sur un monde intérieur. Mais là, je pense que j'étais très imprégné par ce sentiment nouveau qu'on a tous connu d'être chez nous, à attendre que ça passe, tant bien que mal, avec toutes les annulations de concerts, avec des perspectives complètement modifiées. Et puis quand même de se dire, je suis compositeur, donc mon travail à moi, c'est d'être là à ma table tous les jours et d'écrire. Voilà. Donc cette partition, elle est née comme ça. Elle est née d'une commande de Radio France pour le Festival Présence. Et voilà, j'ai composé cette œuvre dans ces circonstances. Alors, c'est une partition symphonique. C'est une spécialité un petit peu de mon travail d'écrire pour des grands orchestres. Toute formation confondue, ça doit être la 12e pièce symphonique la 12e pièce pour orchestre que je compose, puisque j'ai composé aussi pour des orchestres plus petits, orchestres de chambre ou orchestres à cordes, mais c'est quand même la 12e pièce pour orchestre seul, 12 ou 13, hein, je ne sais plus exactement. Bien sûr, il y a aussi tous les concertos, il y a aussi toute la musique de chambre, mais c'est vrai que pour moi, la joie, c'est une joie très particulière, la joie sonore de l'orchestre. D'abord, c'est un son énorme, c'est beaucoup de musiciens, 80, 90 musiciens, et c'est vrai que dans cette pandémie, je me sens vraiment très frustré de voir tous les concerts symphoniques annulés, ou en tout cas, quelques-uns sont maintenus, bien sûr, mais de voir que le partage avec le public ne peut pas avoir lieu. Parce qu'assister à un grand concert symphonique, que ce soit de la musique d'aujourd'hui, de la musique du passé, récent ou moins récent, c'est toujours quelque chose de complètement jubilatoire. Quand on va écouter une symphonie de Mahler, une symphonie de Bruckner, une symphonie de Brahms ou de Schumann ou de qui vous voulez, c'est un moment sonore absolument éblouissant. Et moi, j'ai été violoniste avant de me consacrer complètement à la composition. Et j'ai eu la chance et le plaisir de jouer en orchestre en tant qu'étudiant, mais aussi en tant que très jeune professionnel. Et ce plaisir d'être là au milieu des autres, c'est quelque chose que j'ai gardé pour mon travail, c'est-à-dire la joie du son. C'est une caractéristique vraiment de ma recherche, c'est-à-dire qu'on soit heureux avec le son produit. Voilà. Donc, c'est un parcours de compositeur qui est très lié aussi à ma formation instrumentale. Alors, il est difficile de dépeindre une œuvre que personne, à part vous et les interprètes, les musiciens d'orchestre, n'ont encore jamais entendue. Mais quel est le contenu émotionnel? Parce que vous avez tout à l'heure parlé de contenu émotionnel. Donc, quels sont ces contenus? C'est très difficile de parler d'une partition nouvelle qui n'a pas encore été jouée, n'a pas encore été répétée, n'a pas été encore entendue. Mais en quelque sorte, je suis le seul à la connaître, puisque moi, je l'ai composée, elle est là. Donc, il y a quoi? Il y a 70 pages manuscrites pour grand orchestre, donc c'est des grandes pages comme ça. Moi, je sais ce qu'elle dit, cette pièce. Je sais ce qu'elle dit, aussi bien du point de vue poétique que du point de vue technique. Alors, le point de vue technique, c'est aussi très important, parce qu'une composition, c'est pas simplement un nuage, un moment d'inspiration qui passe, c'est aussi penser à la forme, c'est penser à la structure, et c'est penser à l'architecture de la pièce, et bien sûr, c'est penser à sa dramaturgie. Qu'est-ce qu'elle raconte? Alors, ce que cette pièce raconte, en fait, c'est que dans la mesure où je l'ai commencé juste avant le confinement, je l'ai commencé dans une espèce de grande joie. Le début est assez tonitruant, mais dans le bon sens du terme, assez jubilatoire. Mais juste à ce point-là, est-ce que au moment où vous avez reçu cette commande,
est-ce que vous avez imaginé que la situation tournait de manière aussi étrange? Quand est-ce que vous avez reçu la commande? Donc j'ai reçu la commande pendant l'été 2019, mais je devais aussi terminer des choses en cours, hein. Et donc je l'ai commencé, j'ai fait quelques esquisses en décembre, et puis je l'ai commencé réellement en janvier. Mais en janvier, on sentait déjà que quelque chose se passait, les informations commençaient à nous indiquer qu'une épidémie sérieuse avait lieu dans le monde. Et bien sûr, on a tous été témoins de la même chose, hein. Personne ne s'attendait à ça, personne ne s'attendait à ce que cette pandémie dure aussi longtemps. Personne ne s'attendait à un deuxième confinement, personne s'attend, tout en s'attendant à éventuellement être maintenant dans un troisième confinement, ce qui voudrait dire que si ça arrive dans les prochains jours, cette pièce aura été composée pendant le premier confinement, corrigée pendant le deuxième confinement et créée pendant le troisième confinement. Donc voilà, il y a une espèce d'ironie de la situation. Je dirais que la situation d'enfermement, hein, parce que le premier confinement était très strict pour tout le monde, je suis certain que ça s'est transposé dans ma musique. Non pas que j'ai voulu faire une musique d'enfermement ou une musique étouffée, mais forcément, quand on est comme ça dans cette espèce d'angoisse, de ne pas savoir ce qui se passe, il y a des moments de tension très caractéristiques, qui sont traduits par tous les artistes d'ailleurs qui ont créé à ce moment-là. Enfin, j'imagine. Après, peut-être que d'autres vous diront, vous traduiront la chose autrement. Mais en ce qui me concerne, c'est sûr qu'à un moment donné, alors j'ai jamais été désespéré, mais je sentais un poids, quelque chose d'oppressant. Voilà. Et c'est aussi pour ça que la fin de la pièce se termine comme ça dans une espèce d'ellipse. Je ne pouvais pas faire une fin triomphale, c'était impossible. J'ai fini la pièce vraiment pendant le confinement, quelques jours avant le déconfinement. Je ne voyais pas de triomphalisme dans la situation que je voulais transposer musicalement. Beaucoup de mes pièces terminent de façon très joyeuse et jubilatoire et dans des grands outils d'orchestre avec les percussions, etc., etc. Là, non. En fait, c'est une partition qui commence de façon tonitruante et qui finalement s'éteint. Voilà. Et ça dure combien de temps? Ça dure 12 à 13 minutes environ. On va voir en fonction des tempi, parce qu'il y a la partition, il y a tout ce qui est écrit de manière fixe. Et puis après, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu dans la durée, c'est-à-dire que parfois une pièce sonne mieux un peu plus vite ou un peu plus lente dans un certain type d'acoustique. Dans des acoustiques très résonantes, on ne va pas trop forcer sur le tempo. Dans des acoustiques plus sèches, on va peut-être avoir tendance à avancer un peu. Et puis bien sûr, il y a le ressenti de la chef, donc ce sera Christina Posca, et puis l'Orchestre National, avec qui j'ai déjà eu la joie de travailler à plusieurs reprises, l'Orchestre National de France. On a enregistré d'ailleurs plusieurs albums, notamment mes concertos de violoncelle avec Anne Gastinel et Alain Altinoglu à la direction. Donc il y a beaucoup de paramètres qui font que les informations qui sont fixées sur une partition, moi j'ai mis le tempo au début, noir égale 112, bon, peut-être que ce sera joué à 116 ou à 108, ou en fonction aussi du ressenti. Et le ressenti, c'est très intéressant. Il y a des compositeurs qui fixent vraiment tous les détails sur la partition. Est-ce que c'est votre cas? Oui, moi je donne toutes les indications, mais sans excès. C'est-à-dire que j'ai été moi-même interprète, et je sais que trop d'indications empêchent finalement. Mais pas assez d'indications, ça vire enfin, bon, je ne suis pas non plus pour le fait de sous-informer les musiciens avec qui on travaille. Donc il y a une juste balance entre tout écrire. Voilà, il n'y a pas d'improvisation dans ma musique, tout est absolument écrit, mais du point de vue de la gogique, je tiens beaucoup à cette collaboration avec les musiciens. C'est ce qu'il y a de plus beau pour un compositeur, de voir qu'un musicien s'empare de sa musique et finalement trouve une espèce de balance dedans, presque de swing, j'allais dire, personnel, et qui appartient à l'interprète.
c'est un moment formidable. Et dans le document que vous m'avez transmis juste pour cette œuvre, vous évoquez une couleur modale consonante. Oui. Alors moi je suis un compositeur modal, c'est-à-dire que je travaille sur des gammes, sur des échelles. À notre époque cohabitent beaucoup d'esthétiques différentes, hein, bien sûr. Alors vous êtes des compositeurs tonaux, des compositeurs spectraux, des compositeurs sériels, des compositeurs répétitifs, enfin il y a plein d'esthétiques différentes, mais le champ d'expression sur lequel je travaille, moi, est assez particulier, assez typé, donc c'est ce qu'on appelle la musique modale. Alors la musique modale, on la trouve de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, avec les échelles par exemple, hein, les échelles grecques ou en Orient ou en Afrique, enfin bref, il y a une grande variété, ou en Inde bien sûr, une grande variété de possibilités de travailler sur des échelles modales. Alors moi j'essaie toujours d'avoir une réflexion théorique aussi par rapport à ça, c'est pas simplement de dire tiens je prends une échelle et puis je vois ce que ça donne, non. Je travaille beaucoup sur les permutations des intervalles, sur certains intervalles spécifiques, des secondes majeures, des tierces mineures, des quartes augmentées, enfin des choses comme ça, qui créent une couleur très particulière. Et je vois de quelle manière je peux leur donner un certain type d'expressivité, en passant d'un mode à un autre, en superposant des accords issus du mode. Enfin, tout ça, ça devient très technique, mais c'est aussi une spécificité de mon travail. C'est-à-dire que ma cuisine à moi, elle est rigoureuse, elle est sérieuse, mais je n'attends pas de l'auditeur qui soit là à décrypter mes accords, dire tiens, il y a tel accord, etc. Ce qui compte pour moi, c'est le ressenti. Et c'est pareil pour toutes les musiques, toutes proportions gardées bien sûr, mais toutes les musiques du passé. Quand on écoute du Bach ou du Vivaldi, il y a deux façons de le faire. Soit on se laisse imprégner par leur musique, et là on est envahi par le plaisir et le bonheur, soit on commence à décrypter avec la partition, les accords, les chiffrages, la forme, etc. etc. Et ça, c'est plutôt le travail d'analyste. Moi, j'attends des auditeurs qui se laissent, je l'espère, envahir par la sonorité que je leur propose. Alors, donc, au-delà de ce 4 février prochain, la création de votre Strange Times, donc votre deuxième concerto pour violon sera très prochainement joué en Finlande. Pourriez-vous en dire plus? Alors, mon deuxième concerto pour violon, il a une longue histoire en fait, puisqu'il a été composé en 1997, donc au siècle passé. Pardon, il a été créé en 1997, ça veut dire qu'il a été composé normalement, si je me souviens bien, en 1996. À l'époque, j'avais donc 28 ans. Aujourd'hui, j'ai 53 ans, donc ça fait un moment déjà que cette partition existe. Elle a été créée par Philippe Haïch et Semyon Bychkov, par l'Orchestre de Paris, qui m'avait commandé la partition, donc à la salle Pleyel. Alors à l'époque, j'avais écrit une première version pour un orchestre assez ample, et puis, bien que la création ait remporté un succès assez vif, je me suis dit que j'aimerais peut-être resserrer la masse orchestrale et faire une version un peu plus légère. Ce que j'ai fait en 2003, donc j'ai révisé la partition, et c'est cette version du concerto qui est maintenant jouée. Alors, ce concerto, en effet, va voyager en Finlande dans quelques jours. Il sera joué par Julia Puschker, qui est une fantastique violoniste hongroise, et Ville Matveyev, chef d'orchestre, qui va diriger son orchestre, le Jyväskylä Sinfonia, à Jyväskylä. Et là, c'est aussi une très belle histoire parce que depuis plusieurs années, Ville Matveyev, qui est lui-même compositeur, s'est pris d'un très grand intérêt pour ma musique et a dirigé beaucoup de mes pièces en Finlande et d'ailleurs dans d'autres lieux aussi, par exemple en Suède, en Irlande, et voilà. Et il a créé un lien très fort avec ma musique en Finlande, mais spécifiquement avec l'orchestre de Jyväskylä. Et donc, on enregistre un album complet de ma musique qui sera achevé avec l'exécution de concerto de violon
puisqu'ils ont déjà enregistré avant la pandémie ma pièce symphonique qui s'appelle Matka, ce qui veut dire voyage en finnois, qui est un hommage à Sibelius, puisque l'orchestre me l'avait commandé pour le 150e anniversaire de la naissance de Sibelius. L'orchestre est Ville Matveyev, bien sûr, hein. C'était l'initiative de Ville Matveyev. Et puis mon concerto pour clarinette et orchestre, donc, qui avait été créé en 2017 par Pierre Génisson, commande de l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, et dirigé par Patrick Davin, qui malheureusement n'est plus de ce monde, mais aussi un grand souvenir. Et donc Pierre a enregistré ce concerto il y a 2 ans en Finlande avec l'orchestre de Jyväskylä et Ville Matveyev. Espérons qu'on pourra partager la vibration réelle de la musique aussi en France. Oui, maintenant ce qu'on attend tous, les musiciens, c'est de retrouver le partage. C'est la chose la plus importante. Alors c'est formidable que des structures puissent permettre du streaming, c'est-à-dire par exemple Strange Time sera joué en direct à la radio, à France Musique. Mon concerto de violon sera donné en streaming. Mais il y a cette espèce de moment unique du concert où j'allais presque dire que ce qui est formidable en concert, c'est d'entendre le silence. Et ça, tous les mélomanes savent ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand la musique saisit vraiment l'auditoire, il n'y a plus un bruit dans la salle et on a un moment de partage très intense. Voilà. Ça manque à tout le monde, ça manque au public, ça manque aux musiciens, ça manque à tous ceux qui font que la musique est vivante, parce qu'on dit les musiciens, etc. Mais il y a bien sûr les programmateurs qui sont aussi dans un très grand souci actuellement. Il y a aussi tous les gens qui s'occupent des salles, les techniciens, les attachés de presse, tous les gens qui sont liés à ce microcosme qui est le monde du spectacle. Et on a tous besoin de retrouver ça rapidement, ça c'est clair. Voilà. Merci, Eric Tanguy. Merci beaucoup à vous.